tu devais mettre un mot dans le cahier de correspondance de la France, tu mettrais quoi ? Oh là là, courage. Et est-ce que t'étais une enfant blagueuse ? Un peu agressive, très contestatrice. Monsieur, je suis pas d'accord. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui est l'humoriste préféré des Français depuis plus de 35 ans, qui utilise l'humour avec délicatesse pour parler de tout un tas de sujets de société depuis tant d'années. Avec elle aujourd'hui, on va essayer de regarder avec humour et amour peut-être l'école et l'éducation d'aujourd'hui. Anne Roumanoff, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. Pour commencer cette émission, on a un petit clin d'œil en ce jour un peu particulier à Dominique Bernard. Vous aviez écrit un magnifique texte à l'époque, il y a maintenant 2 ans, au moment où cet enseignant a été assassiné. Donc ces ballons rouges, c'est un peu une présence de cet enseignant et puis de tous les enseignants finalement qui, comme les soignants, si on fait le parallèle, sont celles et ceux qui sont aux côtés des patients ou aux côtés des enfants au quotidien. Et j'avais envie de vous demander peut-être de commencer cette émission en lisant peut-être 2-3 phrases de ce texte que vous aviez écrit et qui est si beau. Je vais pleurer. À chaque fois que je le lis, je pleure. Non, alors en plus, vous êtes très optimiste, que je ne sais pas si je peux lire si petit. Vous êtes jeune. Je suis jeune d'apparence, mais mes yeux... Une vie à retourner à l'école chaque jour, à enseigner, à tenter de se faire respecter. Une vie passée à lire encore et toujours. À chercher des nouvelles façons de les intéresser. Allumer la lumière dans les yeux éteints, une vie à tenter de garder l'enthousiasme, à tout faire pour ne pas devenir un prof aigri et blasé, continuer d'y croire, prendre du plaisir à transmettre, expliquer, répéter, écouter, parler, lire, écrire, être fatigué, la fête de fin d'année, tant de fêtes de fin d'année, tous ces élèves croisés, tous ces collègues enseignants, le café qu'on partage, à la va-vite pour se donner du courage avant d'aller les affronter. Des remerciements parfois, des années plus tard, quand on croise un ancien élève au marché. Vous avez été important pour moi, monsieur, vous savez. Quelques mots murmurés comme dans un souffle, et l'homme s'éloigne, un peu gêné avec sa femme et la poussette du petit. Les petits mots à la fin de l'année griffonnés sur un bout de papier qu'ils ont écrit à plusieurs, le cadeau collectif, un livre qu'on a déjà lu, souvent, remercier, se dire que tout ça n'est pas vain, que ça valait le coup de se fatiguer comme ça. Juste envie de pleurer. Quand je regarde la photo de ce professeur, au revoir, monsieur Dominique Bernard. Merci pour ce beau texte. Mais c'est très bizarre ce texte en fait, parce que je voulais écrire quelque chose. J'ai regardé sa photo et en fait, ça fait très bizarre de dire ça, mais ça m'est venu. Je l'ai beaucoup travaillé, réécrit, parce que ça se fait pas en 5 minutes 30 un texte comme ça, donc ça a été toute une journée. Mais en fait, il m'est venu, enfin je sais pas, et j'ai rencontré sa femme. Et on a parlé et elle m'a dit que c'était exactement lui en fait. Et c'était bizarre, c'est comme si j'ai regardé la photo et en fait je sais pas, il y avait un truc. Et autre chose aussi qui m'a fait remarquer ma sœur, c'est que la photo qu'on a publiée de lui, en fait il ressemblait à mon père jeune. Donc il y avait aussi un truc, j'ai pas du tout pensé en voyant cette photo qu'on aurait dit mon père, mais il y avait un vrai truc quoi. Mais c'est vrai que moi je suis très 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 touchée par l'altruisme gratuit. C'est-à-dire que je trouve que on est dans une société où on valorise énormément les artistes. Enfin, moi, je trouve beaucoup trop. Je dis pas ça, mais je les connais tellement, les artistes. Et j'en suis moi-même une. Mais je veux dire que on est tout le temps là. Je sais pas, moi, des fois, je descends d'un train, on me dit, ça va, le voyage s'est bien passé. Bah oui, en fait, j'ai été dans un train. Je suis descendue, je suis pas été en diligence, traverser les États-Unis. Donc, non, mais je veux dire qu'on y a beaucoup de flafla autour des artistes, surtout les acteurs de cinéma, et tant mieux, et pourquoi pas. Mais je trouve, et je suis choquée, enfin moi je suis très admirative de tous ces gens qui font tourner la société sans avoir de reconnaissance salariale énorme, et qui sont des fois tellement importants dans la vie des gens. Et je trouve que c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle entre les enseignants et les soignants. Et j'avais fait un texte sur les infirmières, et je fais toujours sur scène un petit parallèle entre les infirmières et les actrices de cinéma. Je dis, personne ne va jamais interviewer des infirmières. Et je dis pas ça, vraiment, c'est pas de la démagogie, mais moi, je sais pas, j'ai un souvenir, par exemple, j'avais mon beau-père qui était en train de mourir, et tout le monde était à son chevet, il était en réanimation, et on pleurait, on n'était pas bien. Et il y a une aide-soignante qui est arrivée, qui a fait une petite vanne et qui a fait rigoler tout le monde. Et j'ai trouvé cette femme incroyable, parce que c'était pas obligé qu'elle fasse ça, en fait. On aurait pu juste ouvrir la porte, et voilà. Et je trouve que c'est la même chose pour les enseignants. Quand tout d'un coup, ils font le petit truc en plus, où ils vont s'inquiéter pour un élève, où ils vont intervenir, où ils vont
Voilà, et c'est pas du tout, finalement... Si c'est comptabilisé au ciel, j'imagine, mais je veux dire, c'est pas forcément ni reconnu, ni valorisé, ni... Et je sais pas pourquoi, mais ça me bouleverse, en fait. Et c'est fou parce que ce texte, du coup, il a beaucoup été lu au moment des hommages après le décès de ce professeur, et il a été aussi lu dans les commémorations. Enfin, et donc je suis fière. Alors, je sais pas, parce que c'est pas du tout ma spécialité d'écrire des textes qui font pleurer, mais je suis fière d'avoir écrit ce texte, et il a été repris. Et après, une fois, j'avais essayé, je me dis tiens, je vais le faire sur scène. Et en fait, non. Même en moment d'émotion, je pense pas que c'est adapté, en fait. Non. Ce qui est beau, c'est qu'il est juste. En fait, il décrit le don des professeurs, la difficulté de transmettre et l'absence totale de reconnaissance. Et j'imagine aussi le sentiment parfois que tout ça ne sert à rien, en fait, qu'on donne dans le vide. Enfin, mais quand justement, c'est ce que j'ai écrit dans ce texte, quand tout d'un coup on a aidé quelqu'un, que c'est reçu, que c'est reconnu, ça donne du sens, en fait. Et vous, élève, vous aimiez l'école ? Oui, j'aimais bien l'école. Ouais, ça va. J'ai pas été... Non, j'aimais bien l'école. J'ai été, quand j'étais petite, dans un petit jardin d'enfants, un peu... Je sais pas si c'était alternatif, mais enfin... je sais pas, il y avait les 3 années de maternelle en même temps, et du coup, j'ai appris à lire assez jeune. Et du coup, j'ai sauté une classe. Donc, j'ai fait la dernière année de maternelle et le CP en même temps, mais on était tous dans la même classe. C'était une petite école. Je me souviens que j'étais dans la compétition déjà, parce que il y avait un tableau avec des gommettes, et quand on faisait un truc bien, on avait des gommettes, et j'avais une rivale qui était une copine, mais qui s'appelait Dorothée Ovette. Et mes parents, ils étaient un peu baba cool. Donc on allait des fois à la campagne le week-end, et eux, c'était pas grave que j'arrive le lundi, on rentrait le lundi matin, mais du coup j'arrivais à l'école à midi, ou voilà. Et moi, dès que j'arrivais, j'allais voir, donc je pense que j'avais 5 ans, j'allais voir le tableau si Dorothée Ovette, elle avait eu des gommettes pendant que j'étais pas là, parce qu'on était les 2 premières de la classe. Ouais. Et après, on est passées toutes les 2 en CE2 en même temps. Et en CE2, pareil, on était une dizaine, donc c'était assez sympa. Et elle interrogeait, on avait des poésies à apprendre, elle interrogeait des choses, elle, dans l'ordre alphabétique. Donc Roumanoff, j'étais dans les derniers, et comme j'ai de la mémoire, j'apprenais jamais rien, et quand c'était à mon tour, je répétais ça. Et après, je suis passée en CE2 dans une école publique. Et là, c'était vraiment très difficile pour moi. J'ai eu un choc thermique, en fait. C'est-à-dire, j'étais passée d'une petite école un peu cocooning à Neuilly, avec, on était 10 dans la classe, à une vraie école publique où on était 30. Et là, là, mon système de ne pas apprendre, par exemple, ça ne marchait pas. Je me souviens que je n'apprenais pas les poésies, et je me souviens d'un jour où il y avait un contrôle de poésie, et j'ai eu 10 poésies à apprendre dans la soirée, c'était horrible. Et je pense que j'ai essayé, sauf que je suis tombée, je sais plus, c'était un truc qui s'appelait l'oiseau de feu. Et je me suis dit, c'est celle que j'avais pas révisée, et l'oiseau de feu dans le ciel, je sais pas quoi. Et là, ils se sont foutus de ma gueule. Moi, j'ai pas eu une bonne note, quoi. Et ça a vraiment été très compliqué cette année de CE2. C'était comme vraiment changé. Ouais. Oui, mon papa, oui, c'était. On travaillait plus, fallait apprendre les leçons, on était plein, il y avait. C'est difficile. Et la même année, d'ailleurs, du CE2, j'ai un deuxième choc thermique, parce que pendant 3 mois, mes parents, ils se sont installés à la campagne en Normandie. On a été à l'école en Normandie, dans un tout petit village. Donc on allait à l'école en vélo, avec... donc j'avais 8 ans, mais à l'époque, on pouvait aller à l'école en vélo à 8 ans, ça dérangeait personne, avec ma sœur qui avait 6 ans. Et j'en garde, alors là, un souvenir aussi assez émerveillé, parce que là, on était CE2, CM1, CM2, donc vraiment... Ah oui, et l'instit, il tournait entre machin. Et là, les codes étaient complètement différents d'à Paris. J'ai fait plein de trucs. Je sais pas, il y avait la fête de fin d'année, on allait dans les fermes chercher des cadeaux pour la fête de fin d'année, des lots, mais il y avait des chiens qui aboyaient. On allait en vélo. Des fois, il y avait l'orage. Enfin, il y avait une vraie cantine avec une vraie cuisinière. Je me souviens que son plat fétiche, mais c'était vraiment bon. C'était des œufs durs avec de la sauce béchamel. Non, mais c'était bon. C'est vrai. Oui, mais c'était fait maison, quoi. C'était pas du tout la cantine de Paris. C'était... Et voilà, je restais à l'étude le soir parce que je m'étais dit ça va me forcer à apprendre mes leçons, et du coup ça va. Et non, je garde un très bon souvenir de ces 3 mois qui étaient pour moi, là, je changeais de planète encore totalement, quoi. Et après, je suis retournée dans l'école publique du 17e pendant les 2 dernières années. Et là, ça s'est bien passé parce que je pense que l'école
Les 3 mois à la campagne m'ont remis à niveau, en fait. Ah, c'est intéressant de dire ça. Ouais. Non, mais là, c'était vraiment un vrai instit à l'ancienne. Je sais plus comment il s'appelait, mais il était très investi. Et donc, il donnait du travail au CE2. Après, il allait à la table des CM1. Après, machin. Et le soir, on faisait... Non, c'était très carré. C'était bien. C'était à la campagne. En plus, c'était les 3 derniers mois d'été. Donc, c'était avril, mai, juin. Donc, après, il y avait la fête de fin d'année. Donc, tout ça, j'en garde vraiment mon souvenir. Mais les codes n'étaient pas pareils. Je me souviens, on faisait des calipettes, par exemple. Je sais pas, au cours de gym. Et tout le monde avait dit, mais t'as pas de short? Bah non, je savais pas. Il fallait que je mette un short, c'était très très grave que j'ai pas de short et qu'on voit ma culotte en fait. Non, mais c'est des trucs, c'est pas les mêmes, c'était d'autres manières de penser. Et je trouvais ça vraiment intéressant, quoi. Et après, retour à Paris. Après, retour à Paris. J'avais alors là, quelqu'un dont je me souviens le nom, un institut qui s'appelait Monsieur Bouleg, et qui était vraiment... j'aimais beaucoup ce monsieur. Il doit plus être là, je pense, mais il était très, très étonnant. Et il était chauve. Et un jour, il s'était mis une perruque. Mais du jour au lendemain, donc il avait dit... bon, c'est un peu visible. Non, mais il avait dit, bon, ça va durer une journée, mais après, donc on a eu le droit de se foutre sa gueule pendant une journée. Et il avait une règle qui s'appelait Titine. Non, ça, j'ai gardé un bon souvenir de ça aussi. J'ai eu pendant 2 ans. Okay. J'avais un peu peur de lui parce qu'il donnait des fessées, mais pas méchantes. Mais... Ah, quand même. Ah bah oui, mais on est dans les années 75, quoi. C'était pas... C'était plus trop autorisé, quand même, non? C'était peu autorisé, mais il faisait de temps en temps. Bon, mais c'était pas... En fait, quelqu'un m'a raconté qu'il faisait... il mettait la main comme ça, mais quand elle arrivait, il ralentissait. Enfin, bon. Ah oui, d'accord. Non, mais on l'aimait bien. C'était une vraie personnalité. Et comme j'avais peur de lui, ma mère, elle l'avait invité à manger, donc j'avais encore plus peur. Mais il était sympa, vraiment. Et est-ce que tu étais une enfant blagueuse? Enfin, à quel moment tu t'es autorisée peut-être à désobéir? Parce que la blague, peut-être, parfois, c'est le début. Non, alors je sais pas, pas l'impression d'être spécialement blagueuse, je cherchais à m'adapter, en fait. Et après, en 6e, j'étais au lycée Carnot, donc là, c'était encore... il y avait beaucoup de monde, et c'était de la 6e à la terminale, donc on était tout petits, en fait, par rapport... avec des gros cartables très lourds. J'ai pas l'impression d'être blagueuse. Je me souviens, par contre, en 4e, que j'étais très contestatrice, voilà. Mais ça a peut-être commencé en 5e, où j'adorais dire « Monsieur, je suis pas d'accord ». Ça, j'aimais bien. Alors, toute la classe, je me mettais dans le fond. J'ai dit, monsieur, je suis pas d'accord. Donc, tout le monde se retournait vers moi et j'expliquais. Je me souviens d'un professeur, je pense, de français, qui avait dit que les femmes, elles lisaient beaucoup, elles lisaient beaucoup des journaux féminins dans le métro le matin. Et moi, j'ai dit, monsieur, pour affirmer ça, vous basez sur des statistiques ou juste une observation? Un peu la casse-couille, comme ça, un peu agressive, très contestatrice. Ouais. Et en même temps, comme j'étais bonne élève... C'était acceptable. Ou accepté, en tout cas. Mais j'étais quand même beaucoup... monsieur, pourquoi vous dites ça? Mais monsieur... Voilà. Et justement, l'autorité, c'est vrai que normalement on dit que c'est ce qui fait grandir. Est-ce que tu as des figures d'autorité qui t'ont inspiré quand même? Ton père, des profs? En tout cas, je me souviens que j'étais orgueilleuse aussi, j'aimais pas avoir des mauvaises notes. Donc je me souviens qu'au lycée Carnot, il y avait un prof qui s'appelait Monsieur Berriot, qui était un prof d'anglais, et il était vraiment très, très à cheval sur les déclinaisons. Il fallait apprendre toutes les déclinaisons et tout ça. Et je sais pas, on avait des contrôles, le verbe lire, 3e personne du singulier, forme interrogative, négative, enfin, disons prétérit, ça va être did he not, la première, did he not read this book, mais la première fois que t'as ça, en fait, t'es largué. Donc, donc là, j'ai bossé comme une tarée, mais les premières notes, c'était genre 4,5 sur 20, enfin voilà. Donc là, je bossais comme une folle, et je me souviens aussi, j'avais une copine, c'était en histoire, et je lui avais fait, elle n'arrivait pas à faire un devoir sur la Révolution française, et je lui avais fait. Et moi, j'avais fait aussi. Mais en fait, moi, j'écrivais mal. Enfin, j'ai toujours une écriture de merde. Un peu... Quand je regarde l'interprétation de l'écriture, c'est pas psychopathe, mais c'est un peu déséquilibré, nerveux. Non, mais j'ai pas une belle écriture, voilà. Okay. Vraiment, même chaque fois que j'ai eu des contrôles, le bac, des diplômes, il a fallu vraiment que je me concentre parce que voilà, j'écris comme un médecin, quoi. C'est pas une belle écriture. Et ma copine avait une écriture très belle, très ronde, avec des machins. Et donc, elle a genre 14 ou 16. Et moi, j'ai 11 ou 12. Et quand j'ai reçu ma copie, je me suis levée, je l'ai déchirée, la corbeille de prof, je suis sortie de la salle, ce qui est pareil. Mais je me souviens d'avoir fait ça. Et pourquoi? Alors, oui, j'avais. C'est moi qui ai fait la copie. Je trouvais ça injuste que la même copie, juste parce qu'elle écrit bien, elle est. Ça fait un peu délit de faciès, quoi. Non, mais c'est pour ça que la forme est super importante dans la présentation des copies. C'est vrai que c'est. Et puis il faut se mettre à la place des profs qui se tartouillent une écriture de merde. Ils n'ont pas envie de lire, en fait.
Et est-ce que l'école t'a transmis quelque chose que tes parents ne pouvaient pas te transmettre ? J'ai posé un peu cette question-là à Alexandre, qui avait une famille très, que tu connais bien, un peu, cool, foisonnante, on va dire. Et il disait que l'école avait donné un cadre, finalement, là où il n'avait peut-être pas forcément dans sa famille. Est-ce que tu dirais ça ? Moi, j'avais un cadre. En fait, aussi, je crois que mes parents, ils m'ont jamais fait trop travailler. Ils s'occupaient pas de mes devoirs parce que j'étais vraiment autonome, en fait. C'est-à-dire que, en fait, chaque fois que j'avais une mauvaise note, j'étais vexée. Et du coup, je travaillais beaucoup. Je me souviens aussi, j'avais un prof que j'aimais beaucoup en histoire géo, qui s'appelait Monsieur Nouchi, qui était vraiment très intelligent, très vif et tout. Et je me rappelle de contrôles où je bossais vraiment jusqu'à 4h du matin parce que il fallait finir. Je repoussais. Je me souviens d'un exposé sur Léonard de Vinci que j'ai fait jusqu'à 4h du matin parce que j'avais. Mais c'est de ma faute, hein, je faisais toujours à la dernière minute. Je sais aussi que j'étais déléguée une année. Je crois qu'une année, j'ai été battue en 4e. Et après, les gens pensaient que chaque fois, les filles les plus importantes me disaient « Tu vas te présenter ?» Et parce qu'elles voulaient savoir si elles se présentaient, si moi je me présentais. Mais après, je n'ai plus jamais osé me présenter parce que la fois où j'ai été battue comme déléguée, j'étais trop vexée, en fait. Ah oui ? Ouais, donc après, je n'osais plus me présenter, alors que dans la vie générale, j'aurais pu me présenter. Mais et dans les petits mots que les gens mettent sur les photos de classe, quand je relis, ils mettent il y avait écrit contestatrice, impénitente, bavarde. Et sur mes bulletins, il y avait quand même écrit que j'étais bavarde. Donc je crois que je parlais beaucoup, mais comme, encore une fois, j'avais des bonnes notes, on me foutait la paix. Et j'étais très, très vexée de ma note au bac français, parce que mon prof, que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelait Monsieur Quintin, là, je cite tous les profs de l'ISCA, spécial dédicace, qui était un super prof de français. Et il m'avait dit, non, mais toi, Anne, tu peux avoir 14 ou 16 au bac français. Et je le pensais. Et donc, j'avais décidé que je prendrais la disserte, parce que les commentaires composés me faisaient chier. Et ça n'avait aucun intérêt. Et je n'ai jamais réussi à faire bien un commentaire composé. Et donc, je vais au bac, sûr que je prends la disserte. Et là, l'année de mon bac, injustice absolue, tombe comme sujet la mer. MER. Donc là, j'ai fait le commentaire et j'ai eu, je crois, 11,5 ou 12, enfin une note bien en deçà de mes espérances. Mais après, c'était de ma faute parce que j'avais jamais fait des commentaires. Donc, j'ai fait le premier le jour du bac et voilà. En m'intéressant un peu à toute ton histoire, je trouvais ça assez fou parce que tu sors de Sciences Po, qui est plutôt un univers avec du conformisme, et tu atterris dans une émission populaire qui s'appelle La Classe de Guy Lux à l'époque. Comment on navigue en fait entre conformisme et anticonformisme ? En fait, c'était déjà, quand j'étais à Sciences Po, j'avais l'impression d'avoir une double vie parce que Sciences Po à l'époque était vraiment très BCBG, les imperborberies, les serre-têtes, enfin vraiment. C'est-à-dire que maintenant ça s'est ouvert et c'est super. Quand je suis retournée, il n'y avait que des mecs torse nu sur la pelouse. Moi, j'ai jamais vu ça en fait à mon époque, pas du tout. En plus, je suis tombée dans une conférence, là où on est la première année à Sciences Po, où alors là, il y avait vraiment, je sais pas, on était. Je sais pas, 20, mais il y avait 6 nobles, quoi. C'était pas normal, en fait, par rapport à la proportion de la. Enfin, j'exagère, peut-être pas 6, mais il y avait vraiment. Et donc, je tombais dans un truc où qui était. Moi, je venais du 17e, qui était un milieu bourgeois, même avec des parents un peu bizarres, mais là, c'était. Je sais pas, ils faisaient des rallyes à Saint-Germain-des-Prés, le 7e arrondissement, c'était vraiment autre chose comme milieu social. Là encore, je tombe. C'était. Mais c'est tous ces chocs-là qui m'ont nourri. Et donc, avec ça, j'allais dans les cours de théâtre, où là, c'était une ambiance totalement différente. À Sciences Po, on lisait Le Monde, dans les cours de théâtre, on lisait Libé. Et moi, j'aimais bien lire François à l'époque, qui n'était bien vu ni dans l'un ni dans l'autre. Mais je me souviens que je cachais Le Monde et j'achetais Libé, je mettais Libé. Enfin voilà. Et il y a un moment, j'allais rue Saint-Guillaume à Sciences Po et j'avais un cours de théâtre rue du Bac, donc je marchais et en marchant, je me transformais, c'est-à-dire j'enlevais le serre-tête, je mettais mes cheveux comme ça, j'ouvrais mon impair, et les gens ne comprenaient pas, c'est-à-dire qu'à Sciences Po, je disais je vais faire du théâtre, on me disait ah bah tu vas intégrer le conservatoire alors, je disais bah non j'ai raté, et dans les cours de théâtre je disais je fais Sciences Po, tu fais Sciences Po, mais t'es un intellectuel, mais je dis je sais pas, et donc en fait j'osais presque pas dire parce que les gens comprenaient pas en fait que pour eux c'était une autre planète, c'était pas du tout. Mais ce qui est beau, c'est que tu arrives à naviguer en fait, et on le voit dans tous tes spectacles, dans tous les personnages. Tu navigues les classes sociales finalement. C'est ça que j'aime dans le one man show, et ce qui m'avait beaucoup plu quand j'ai entendu la première fois Cité Jolie à la radio, c'est justement de passer d'une classe sociale à l'autre, parce que moi qui avais l'impression que j'étais pas dans une classe sociale définie toute ma vie, j'avais toujours eu l'impression qu'il fallait que je m'adapte et donc j'ai beaucoup, comme j'avais l'impression que ma famille était trop bizarre. J'ai toujours observé toutes les classes sociales des autres et les codes sociaux pour comprendre
pour les imiter en fait. Donc j'ai toujours été à l'affût des trucs de langage, comme tous les adolescents au lycée, je suis passée par toutes les modes. Je me rappelle, j'avais acheté une veste ovale qui m'arrivait au genou, de machin. J'ai eu en terminale les mocassins de Jess, c'était des mocassins indiens avec un petit bandana, une chemise en jean comme dans Sophie Marceau dans La Boum. Donc voilà, je suis passée à Sciences Po, j'avais un look hyper BCBG après. Mais en fait, j'étais toujours dans l'imitation. Moi, je savais pas vraiment. J'ai l'impression que j'étais pas conforme en fait. Mais c'est peut-être ça qui m'a donné une sensibilité aussi aux choses, donc c'était peut-être bien. Et justement sur l'école, si tu devais faire un sketch aujourd'hui, tu prendrais la perspective de quel personnage principal ? Le parent, le prof, l'élève ? Ou t'essaierais de alors croiser ? après, je pense que c'est un peu loin pour moi l'école. Dans mes premiers spectacles, je faisais une prof. De ZEP, je me souviens. Alors j'avais quelqu'un, c'était il y a longtemps, qui était formatrice pour les enseignants en ZEP. Et je leur disais qu'il fallait qu'ils fassent le pas chassé, parce que comme ça, ils regardaient tout le temps la classe. C'est ça, je m'en souviens. Et donc je crois que je faisais monter quelqu'un sur scène pour pas chasser, mais c'était absurde, mais ça correspond, c'est encore toujours d'actualité. À toutes ces injonctions, effectivement. Et au tout début, j'avais fait aussi une prof de biologie avec des élèves dans la classe. Là, je sais pas, franchement, j'aurais pas d'inspiration pour faire un sketch sur les profs, parce que je pense que c'est important de parler de choses qu'on connaît, et là, ça fait un moment que mes enfants sont plus à l'école, donc... Je pense que j'essaye aussi je vais pas faire semblant de pas avoir l'âge que j'ai et de traiter donc quand je parle d'un sujet, c'est que j'ai des choses à dire en fait. Mais le fait de naviguer, je trouve, entre ces classes sociales avec toujours beaucoup de tendresse, il y a jamais de mépris qui se dégage. Non, mais je suis très attachée à ça et je comprends. Ouais, il n'y a pas de mépris. Et en ce moment, enfin, ni de mépris ni de jugement. C'est très important. Et François Dubec, un sociologue, un grand chercheur, vient de publier un livre qui s'appelle Le mépris, et il montre justement ce mépris ressenti par les classes populaires de la part des élites. Toi, t'appartiens en partie à ces élites, et on n'a jamais ressenti de toi aucun mépris en fait. Oui, mais même au début de ma carrière, je faisais beaucoup une fille avec l'accent du Midi, un peu naïve de Toulouse, et beaucoup de gens croyaient. Voilà, Bernadette. Les gens voyaient que j'étais de Toulouse. Je me demande où il est, l'homme de ma vie. Mais je regarde partout, je le trouve pas. Mais pour revenir à la sociologie, moi, mon grand-père biologique, c'est un grand sociologue. C'est un des fondateurs de la sociologie moderne, Georges Gurvitch. Tu connais Georges Gurvitch ? Non, je le connais pas. Eh ben, c'est un tort. Allez étudier. Il a fondé la sociologie avec Durkheim, mais il est moins connu que Durkheim. Mais c'était et c'est rigolo. C'est le père biologique de mon père que j'ai jamais connu, mais c'est curieux dans ces origines-là que j'ai un grand-père qui a fait de la sociologie avec des livres très compliqués que je n'arrive pas à lire parce qu'on comprend pas. Enfin, il a une pensée tellement complexe qu'on comprend pas. Mais j'aime bien la partie sociologique dans mon travail quand même. Et c'est vrai que ça se ressent, enfin, pour avoir vu ton dernier spectacle, L'expérience de la vie, on sent avec beaucoup de douceur, même quand tu parles des woke, j'adore, parce que c'est pas qu'une perspective, c'est la perspective de la bouchère, de son mari, de la fille. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je trouve qu'on est tellement dans une période où il y a des jugements de valeur et des jugements définitifs sur les gens. Je trouve ça intéressant de montrer un sujet, de montrer un axe ici, un axe ici, un axe ici, et c'est pas forcément, il n'y a pas forcément un axe qui est plus valable que l'autre, quoi. Donc allez voir le spectacle. Moi je l'ai vu. Il est subtil, il est juste. J'ai beaucoup ri. Dans la salle, tout le monde riait. Donc voilà, un grand moment d'émotion. Enfin, j'ai eu l'occasion de le partager déjà, mais très beau, très juste. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir ? Après, je vais écrire un nouveau spectacle, mais là j'en suis qu'aux prémices, donc il faut que je m'y mette. Et puis un film aussi en préparation ? Oui. On a hâte ? Moi aussi, j'ai hâte. Ce sera quoi, 2026 ? J'espère. Et je crois que tu as un livre en préparation sur tes grands-mères aussi. Oui, mais c'est très très lent. L'éditeur est patient. J'ai un peu... ouais, parce qu'en fait, c'est un sujet qui me touche. Et donc, en fait, j'écris. Après, faut que je mets un mois pour m'en remettre de ce que j'ai écrit. Et elles ont des vies un peu aventureuses. Et voilà. Mais je sais que je vais le faire un jour. Mais pour l'instant, je suis pas très avancée. J'ai dû écrire 40 pages, quoi. Oui, parce que des grands-mères à la fois marocaines, russes, qui ont eu des trajectoires de vie pas simples, en fait, qui ont beaucoup vécu la guerre, notamment pour la grand-mère russe. Et la question, c'est un petit peu qu'est-ce qu'elles t'ont légué aussi, comme peut-être force de vie ou... Sûrement, je pense qu'une partie de ma détermination vient de mes grands-mères et sûrement un instinct de survie et de combat, ça c'est sûr. Ouais.
On faisait le parallèle entre les enseignants et les soignants. Pendant le confinement, tu t'es beaucoup engagé pour les soignants, pour les salles de repos. J'avais trouvé ça assez juste, là encore, parce que souvent, on regarde le système éducatif comme étant vraiment proche du système de santé, à la fois dans la belle mission que ces deux systèmes portent et en même temps dans un certain état de délabrement. Toi, tu as choisi d'être soutenante pour les soignants. Quand je vois les salles de classe, et surtout les salles des profs, c'est un peu la même chose. On se retrouve avec un délabrement, en fait, et ce qui montre un peu le manque de considération qu'on peut avoir pour celles et ceux qui sont aux côtés des enfants. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait dans cet engagement et puis En fait, c'est une association qui est née un peu empiriquement en mars 2020, au moment du Covid, parce que je voulais faire quelque chose pour les soignants et en fait j'ai demandé sur les réseaux sociaux de quoi ils avaient besoin et il y avait beaucoup de demandes d'équipements de protection au départ, des masques, des gants, des blouses jetables et donc moi je suis assez douée pour trouver des trucs sur internet, donc en fait j'ai commencé à commander avec des amis, avec ma carte bleue on envoyait et après très vite j'ai fait une vente aux enchères, l'association s'est structurée et première vente aux enchères a rapporté 220 000 €, donc on a pu acheter beaucoup. Je me suis retrouvée à la fin du confinement, je dirigeais 20 personnes, on faisait des zooms tous les jours avec des bénévoles, c'était un peu presque lourd. Et donc en juin 2020, on a fait une autre vente aux enchères qui a rapporté 80 000 € et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent ? Il n'y a plus besoin de masques et de gants. Et j'avais détecté qu'il y avait des problèmes d'équipement des salles de repos de soignants, mais j'avais jamais imaginez un instant la gravité. C'est-à-dire que là, depuis 5 ans, on reçoit des photos de salles de repos de soignants. Je ne l'ai plus vu sur Internet parce que c'est pas mon propos, je suis pas dans la polémique. Mais quand on voit des sièges avec de la mousse défoncée, des fauteuils qu'ils ont trouvés dans la rue, c'est incroyable, quoi. Des fois, des cuisines avec de l'humidité, de la moisissure tout autour, alors qu'on parle de salles de repos d'urgence où ça doit être très antiseptique et tout ça. On a continué, donc ça fait 5 ans maintenant, j'ai une équipe formidable. Et on a rééquipé 3800 salles de repos dans toute la France et on continue, donc on fait une vente aux enchères chaque année sur Draw Digital et puis on a maintenant des aides des conseils régionaux qui nous aident et puis des entreprises aussi parfois, des organes, voilà, donc on arrive et puis les ventes aux enchères et donc je suis contente de... Alors c'est une goutte d'eau dans un océan, mais je trouve que c'est important que les gouttes d'eau ça compte aussi, quoi. Et notre force par rapport aux établissements publics, c'est que eux aussi sont pris par une réglementation administrative très stricte. Et il y a beaucoup, parce que nous, souvent on a des demandes qui émanent des soignants, mais du coup on contacte toujours les cadres de santé et les directeurs d'hôpitaux. Et en fait, il y a plein de directeurs d'hôpitaux qui voudraient faire des choses pour les salles de repos des soignants, mais ils n'ont pas forcément le budget dédié. Et souvent, tout ce qui passe accueil du patient passe avant les soignants. Et pourquoi pas, et c'est normal. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, ils doivent passer par des appels d'offres avec des sociétés qui font des marges. Ça va pour eux. Et nous, en fait, notre force, c'est que, par exemple, pour équiper une salle de repos, on peut acheter peut-être on va acheter une table, selon les demandes, une chaise, des cafetières, des fauteuils, mais peut-être des fois à 6 fournisseurs différents. Mais du coup, on optimise les coûts. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment, on achète le moins cher possible. Donc, avec la même somme d'argent, on arrive à faire plus qu'un organisme public qui est obligé de passer par des appels d'offres avec une structure plus lourde. Voilà. Et après, moi, je trouve que c'est dommage. Il faudrait tout simplement, je pense, mais nommer une fondation autorisée qui est une fondation d'hôpital par établissement de santé, et puis nommer peut-être dans chaque hôpital ou élire un responsable du bien-être soignant qui fait que quand on te dit la cafetière, je sais pas, quand moi les gens on nous a dit en fait on est 30 et on mange froid parce qu'il y a un seul micro-ondes et qu'on peut pas, et qu'on a 20 minutes pour manger, ça arrive, je dis pas du tout que c'est le cas partout, mais des fois un micro-ondes en fait c'est 80 €, 120 €, mais c'est rien en fait, et ça leur change la vie tout d'un coup, ou une cafetière qui goûte, qui fuit, ou de leur acheter une broyeuse parce que les capsules ça coûte cher et c'est eux qui les payent des fois. C'est des petits détails, mais au moment où il y a une crise de vocation des soignants et qu'il y a un mal à recruter, je trouve que rendre leur salle de repos un peu plus confortable, c'est juste la base en fait. Et c'est juste aussi parce qu'il y a des règlements administratifs qui, je pense, il faudrait assouplir pour que tout ça soit un peu plus souple. Parce que dans un hôpital, un patient qui est content, il peut avoir envie de remercier le personnel soignant. Et s'il y a une fondation ou une association sur place, je parle dédiée à l'hôpital, il pourrait donner un peu d'argent et cet argent, ça servirait à leur acheter une cafetière, des chocolats, enfin les choses dont ils ont besoin. Donc voilà, je pense que c'est très, très bien le service public, mais il faudrait un peu plus de souplesse aussi dans la gestion et de pragmatisme, quoi.
Pour revenir sur l'école, finalement, on a une petite question d'une élève pour démarrer et te demander ce que tu en penses. Pourquoi la maîtresse, elle veut pas qu'on fasse des blagues en classe? Pourquoi la maîtresse? Toi, t'as l'air d'une blagueuse. Elle veut pas, mais c'est dur d'être maîtresse. Après, des petites blagues, ça va, mais pas des grosses blagues. Petite blague autorisée. Ouais. Et du coup, est-ce que l'humour, justement, c'est générationnel, oui, c'est contextuel? C'est tout. L'humour, c'est... Bien sûr, moi, je pense que les humoristes tendent un miroir à la société. Donc, la société change, l'humour évolue. Il y a oui, l'humour, c'est un facteur aussi de... T'as des humours spécifiques à certaines personnes dans certains endroits. On sait, t'as les humours des soignants, t'as l'humour des profs, t'as l'humour des potes, ils peuvent avoir un même type d'humour qui est spécifique à eux, et des mecs du même âge, ils n'auront pas le même humour. Et c'est et après, c'est ça qui est formidable, c'est quand on arrive à faire rire toute une salle avec des gens d'âge et de milieux sociaux différents, où tout d'un coup on atteint une forme d'universalité. Mais c'est vrai que oui, l'humour c'est générationnel, bien sûr. Il y a des trucs qu'on comprend pas, bien sûr. Mais c'est aussi effectivement une forme d'esprit critique. Pour moi, l'humour, les deux vecteurs de l'humour, c'est la vérité, la souffrance et la surprise. Ça veut dire, tu peux pas faire rire avec le bonheur, donc tu fais rire toujours en parlant d'un problème. Dans ce que disent les humoristes sur scène, il y a une forme de vérité, et c'est ça qui fait rire aussi. Donc c'est des fois de mettre deux images ensemble pour faire c'est des raccourcis ou des choses ou des images assez fortes. Et il faut que ça surprenne, parce que si tu vois venir la vanne à 2 km, tu vas pas rire quand elle arrive. Donc c'est les trois ingrédients, mais nécessaires mais pas suffisants. Et finalement, c'est une forme de pédagogie, c'est faire réfléchir mais sans faire la leçon. Pour moi, l'humour, ça aide à supporter le réel. Pédagogie, ça veut dire qu'on apprendrait quelque chose aux gens, je crois pas. Après, moi, ça me fait plaisir quand les gens me disent j'ai vécu telle situation et j'ai pensé à vous, ou à un sketch, et du coup, la situation était moins pénible. Donc, oui, c'est ça, pour moi, ça aide à supporter le réel. Ça allège. Ouais. T'as ce spectacle en ce moment qui s'appelle L'expérience de la vie. Donc on avait des super beaux gants. Regarde. Je me souviens que quand tu parlais de ce spectacle, tu disais finalement au début je voulais les garder longtemps et puis finalement je les garde qu'une minute parce que ça faisait peur aux gens. Ouais. À quoi t'aurais envie de mettre un uppercut sur les questions éducatives aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Les questions éducatives? Ouais, est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce que c'est le harcèlement? Est-ce que c'est l'absence d'écoute? Déjà, je pense qu'il faudrait plus soutenir les profs, vraiment, et plus les écouter. Après, je pense que ces drames qui sont arrivés, et là, on a parlé des derniers jours de la vie de Samuel Paty, où ça a vraiment été épouvantable, et il n'a pas été écouté, soutenu, entendu. Voilà, c'est ce côté administratif qui a parfois de... Et dans le harcèlement, on l'entend aussi parfois, on dit « Ah ben non, mais vous n'étiez pas au courant, malheureusement, mais... » Voilà, donc peut-être c'est plus écouter, parce que la société est violente, donc plus écouter les élèves, plus écouter les profs. Et bon, après ça, j'imagine que c'est la responsabilité des gens à la direction des établissements. Et je suis sûre, bien évidemment, qu'il y a partout des gens formidables. Hein. Mais pas se réfugier tout le temps devant ces procédures administratives. Enfin, je sais pas, quand on lit les histoires d'enfants harcelés où les parents ont alerté et qu'il se passe rien, ou que le gamin... Enfin voilà, et puis... Enfin, moi, quand j'entends ces histoires, des fois, ça me fait tellement mal au cœur, les différences de milieux sociaux, parce qu'on sait très bien qu'un gosse de riche, il est harcelé, on va vite trouver une école, on va vite trouver un avocat, on va vite trouver un psychologue, et tant mieux pour lui. Et qu'il y a des enfants où les parents, ils n'ont pas l'idée, pas les moyens, pas le temps, et il y a des drames, c'est terrible. Alors maintenant, il y a une sensibilité à tout ça, et on en parle plus, mais voilà, je pense... Et je pense aussi qu'il y a aussi des profs qui souffrent aussi, et voilà, plus être là pour eux aussi. Tu vois, dans notre travail, on fait pas mal d'enquêtes et justement, on pose la question de l'épuisement émotionnel. Et on a près de 80% des enseignants qui sont en épuisement émotionnel. Et on a un élève sur 4 qui est en situation de stress et d'anxiété. Donc c'est vrai qu'on a une santé mentale qui est pas bonne, en fait. Et quand on regarde nos voisins européens, souvent le sujet, c'est quelle considération, en fait, et quelle culture de l'empathie on a dès le plus jeune âge. Voilà. Est-ce qu'on fait attention les uns aux autres? Est-ce qu'on prend soin les uns des autres? Et ça, dans la culture française, qui est une culture très compétitive, finalement, on a perdu ce soin et cette empathie. Non, mais il faudrait aussi... Enfin, quand je dis qu'il faudrait un responsable du bien-être soignant par établissement de santé, mais il pourrait y avoir aussi un psychologue
au fait des problématiques de harcèlement et de souffrance des professeurs aussi par établissement. Voilà, ce serait bien en fait qu'ils puissent stocker, être écoutés. Ce serait bien. On est très loin de ça aujourd'hui. Je sais. On en est très loin. La santé, effectivement, scolaire, elle est désastreuse. Hein. C'est un médecin pour des milliers d'élèves. Les infirmières scolaires, il n'y en a plus. Enfin, donc c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, si tu étais ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais en premier ? Peut-être ça, un service dédié pour écouter les profs et les élèves. Former des psychologues, mais vraiment... je sais pas, un institut spécialisé, des gens sensibles au harcèlement, faire des campagnes de prévention et écouter les profs aussi, les écouter. Des fois, c'est dur de se farcir quand même des classes toute la journée, 30 avec des problèmes, de l'agressivité. Moi, je sais que... Parce que moi, quand je suis en public, en fait, les gens, ils se taisent et ils rigolent. Ça va, mais j'ai pas de me taper des gens, la discipline, le machin. Enfin, oui, il n'y a pas de madame, je suis pas d'accord. Ouais, c'est ça. Non, mais oui. Donc c'est très difficile, c'est épuisant. Donc oui, sûrement ça. Et sur on débat souvent des programmes, de ce qu'il faudrait transmettre, etc. Toi, t'as la créativité, l'empathie, la curiosité, c'est des compétences que tu as. Est-ce que tu penses que c'est des compétences qu'il faut cultiver dans le système éducatif, beaucoup plus que ça n'a été le cas Moi, je trouve quand même qu'il y a des choses de base dans les comportements sociaux qu'on devrait... alors, on parle d'éducation civique, mais d'éducation dans la société, c'est-à-dire... vivre ensemble ? Non, mais pas que. Carrément, comment chercher du travail, comment se présenter à un entretien d'embauche. Genre, bien, on va apprendre ça à des gamins de 7 ans, c'est un peu... Oui, j'ai appris que tu refaisais des CV à tes heures perdues, c'est ça ? Oui. Non, mais à partir de 15-16 ans, je trouve que c'est pas inutile de faire des simulations d'entretien d'embauche. Je sais pas, et je trouve qu'il y a des trucs de base que les gens sont forcés d'apprendre sur le terrain... qui pourraient être enseignés à l'école et qui rendraient des services, même, je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'un numéro de sécu, comment ça fonctionne, comment on se connecte sur Amélie. Alors ça a l'air idiot, mais c'est toutes ces compétences numériques dont on a besoin pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Je trouve pas forcément qu'elles soient apprises. Voilà, je trouve que c'est... Et alors l'autre fois, j'ai vu un mec dans un centre commercial qui demandait à des jeunes que c'était quoi le 11 novembre. C'était vraiment... 11 novembre, c'est les attentats des tours jumelles. 11 novembre, c'était incroyable. Il y avait des réponses. Je me suis dit, oh là. Et je trouve qu'il y a peut-être aussi je sais pas, j'imagine des choses numériques à inventer pour toute cette génération qui est née sur les écrans, de leur faire, je sais pas, des petits clips rapides. Je sais qu'il y a des profs qui font ça sur Internet et qui ont beaucoup de succès, mais je trouve qu'il faudrait plus, parce que quand on voit le niveau de base, je fais OK, ça m'a quand même surpris, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une question de socle commun. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on appartient à la société et qu'on a des compétences partagées. Il y a beaucoup de débats sur, par exemple, est-ce qu'il faut développer la culture générale dans les lycées professionnels. Enfin, et oui, il faut à la fois professionnaliser et en même temps permettre d'avoir ce niveau de base commun. Et quand toi, tu as été maman de tes deux petites filles, enfin, tu le vivais comment, la relation avec les parents? T'allais aux réunions parents-prof? Oh, oui, bien sûr. Ah ouais? Ça se passait comment? Je me souviens d'une des premières réunions de maternelle et il y avait un père qui a dit, l'institut de maternelle, il dit oui, donc chaque semaine on fait un travail sur les couleurs, hein. Une semaine on fait le rouge, on fait le bleu, on sensibilise au bleu, au vert. Et le père, il avait dit, ce serait bien qu'on sache quelle couleur vous travaillez, qu'on puisse faire le relais à la maison. Cette phrase, je suis là, elle avait 3 ans, je me dis putain, ça va être très très long en fait. Mais c'est vrai que les relations parents-prof, elles sont tendues historiquement. Enfin... Non, mais plus maintenant, parce que maintenant, il y a un côté où ils sont consommateurs d'éducation. Enfin, il y a vraiment... Non, je sais, moi, pour parler à des profs, que c'est très compliqué, les parents, parce qu'ils sont dans une exigence. Et puis, comme maintenant, la délicatesse dans les relations humaines, quand même... Elle a peut-être un peu disparu avec ce règne des écrans, donc on est tout de suite dans l'efficience. Et donc il y a des parents qui peuvent être vraiment très très agressifs. Et
et jamais reconnaître que ça vient de leur gosse le problème et que c'est toujours la faute. Enfin, donc ça, c'est... Et tu dis souvent que le plus dur quand on est maman, c'est le service après-vente. J'adore cette phrase. Je suis moi-même maman, mais moi, ils sont encore petits, donc je n'ai pas encore assuré le service après-vente. C'est quoi le plus dur dans le service après-vente ? Ah oui, j'ai les enfants, le plus dur, c'est pas la fabrication, c'est le service après-vente. Bah, c'est tout le reste. Mais non, après, c'est aussi merveilleux, mais rien n'est simple de toute façon. Rien n'est simple. Le travail, c'est compliqué. Le couple, c'est compliqué. L'école, c'est compliqué. C'est toute la merde. Oh bah non. On va pas dire ça. Mais non, c'est la vérité. Enfin, chaque enfant est différent. Chaque contexte est différent. Alors, est-ce que tu serais plutôt main de fer dans un gant de velours ou justement main douce dans un gant de boxe ? Les deux. L'école, c'est plutôt un souvenir de rigolade ou de survie ? Non, quand même sympa. Si tu devais mettre un mot dans le cahier de correspondance de la France, tu mettrais quoi ? Oh là là, courage. Ça va aller. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le bout du tunnel va arriver un jour. Je ne sais pas quand, mais il va arriver. Et l'humour, c'est, à ton avis, la meilleure matière pour apprendre quoi ? La vie. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec Kierkegaard qui dit « L'humour, c'est le dernier stade avant la foi. Ça permet d'accepter la condition humaine. » C'est joli, je ne connaissais pas. Bah oui, ça permet peut-être pas de l'accepter, mais de la supporter un peu mieux, ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous sur la chaîne pour d'autres épisodes. On est bientôt avec un nouvel épisode avec Anne Romanoff dans quelques jours, dont j'ai la chance de partager cet épisode. Voilà. Tu peux une deuxième fois. Oui, pardon, je suis désolée. Non, mais ça va. Je suis intimidée en fait à la fin.